Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents pour cette table ronde consacrée à l'avènement des énergies renouvelables avec le développement de ces fameuses énergies alternatives. Les problématiques de stockage et de réseau sont devenues centrales pour ce secteur. Leur généralisation imposera une solidarité énergétique. Voilà, très rapidement donner trois des grands points que nous allons aborder pendant l'heure qui arrive. Je vous rappelle qu'il y aura un temps de questions-réponses un peu avant 16h. Nouvelles énergies donc, diplomatie énergétique, stockage, intégration, digitalisation. Comment les acteurs de ce secteur se préparent-ils à répondre à ce défi ? Eh bien, avec nous pour en parler, quatre intervenants. Bertrand Amelot, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de McPhy Energy, entreprise française du secteur de l'énergie qui développe actuellement des solutions de stockage en utilisant l'hydrogène comme vecteur énergétique. On en reparlera évidemment dans quelques instants. Didier Lhuillier, vous êtes le directeur général de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, le premier producteur français d'énergie exclusivement renouvelable et le concessionnaire du Rhône, puisqu'on est à Lyon, il faut en parler. Frédéric Dohet, vous êtes délégué de RTE Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau de transport d'électricité qui gère le réseau public de transport haute tension en France métropolitaine. En clair, c'est RTE qui exploite, maintient et développe, on y reviendra là aussi, le réseau à haute et très haute tension. Enfin, Nourdine Hachsaïd, bonjour. Vous êtes professeur à l'IEP de Grenoble et président du conseil scientifique de la filière industrielle des smart grids en France. Alors, pour commencer cette table ronde, je me retourne vers vous, Didier Lhuillier, avec la CNR, puisqu'on parle de développement d'énergie renouvelable, on y est, c'est maintenant, mais finalement, ce n'est pas juste la décarbonisation, cette transition énergétique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce fameux terme ? Il y a beaucoup de transitions finalement. Oui, beaucoup de transitions. On vit aujourd'hui une période historique et je suis assez convaincu que la période qu'on vit actuellement figurera dans les livres d'histoire de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc on vit une période historique de par la prise en compte de manière globale du besoin d'agir contre le réchauffement climatique, avec la signature de l'accord de Paris lors de la COP21 et des engagements chiffrés. Et sans attendre la COP21, le monde de l'énergie avait commencé à s'adapter il y a une dizaine d'années autour de trois grands axes, ce qu'on appelle les 3D. Le premier, c'est la décarbonisation. Donc c'est tout simplement avoir de la production d'électricité qui soit faite à partir d'énergies qui sont faiblement ou non émettrices de gaz à effet de serre. Donc le développement des énergies renouvelables avec un envol très important de l'éolien et du photovoltaïque. Donc ça c'est la décarbonisation, le premier élément. Le deuxième élément, c'est la décentralisation. En France, nous avons historiquement une production centralisée avec des grosses centrales qui peuvent alimenter plusieurs dizaines de milliers de personnes, un réseau de transport avec RTE et un réseau de distribution jusqu'aux consommateurs. Et on constate une évolution vers une production qui est et qui sera plus proche des consommateurs. On le voit déjà au travers du photovoltaïque où vous pouvez avoir, un certain nombre d'entre vous, sans doute dans la salle, ont des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. Donc c'est déjà le cas et ça va continuer à se renforcer avec une décentralisation de la production d'électricité. Et le dernier point, c'est le troisième D, c'est la digitalisation. Avec le développement du numérique, ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre de nouvelles frontières. Donc sous plusieurs axes. Le premier, c'est avec le numérique, on est en mesure de remonter beaucoup de données, d'analyser ces données, à la fois côté production, côté demande. Donc c'est ce qu'on appelle le big data. On est en mesure d'automatiser un certain nombre d'actions qui étaient aujourd'hui qui demandent des interventions manuelles au travers de ce qu'on appelle les technologies de la blockchain. Et puis en dernier lieu, un consommateur qui devient de plus en plus
intelligent au travers des données dont il dispose avec Internet, donc qui est en mesure de piloter sa demande, qui sera en mesure de le faire encore plus dans le futur. Donc c'est le 3e D autour de la digitalisation. Donc tout ça, c'est une vague de fonds qui a été lancée il y a une dizaine d'années, qui s'accélère autour de ces 3D, et donc ça implique à l'horizon de 2050, puisqu'on se projette aujourd'hui 2050, beaucoup plus d'énergie renouvelable, donc eau, vent, soleil. Ça implique des énergies renouvelables qui sont par définition intermittentes, puisqu'on produit de l'hydraulique, de l'éolien et du solaire lorsque Dame Nature le veut. Donc ça implique pour ça de mettre en adéquation ces énergies intermittentes avec la demande, et donc développer le stockage. Et donc on a aujourd'hui un panel pour discuter de ces éléments-là. Comment le stockage, pourquoi renforcer le stockage, comment le renforcer, et qu'est-ce que ça implique à tous les niveaux, économiques, géopolitiques, social. C'est une vraie révolution que nous vivons. On va en parler justement avec Bertrand Amelot de McPhy. McPhy Énergie, cette question du stockage, c'est votre travail. En gros, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les limites aujourd'hui, et quel est le problème finalement avec le fait de stocker ces nouvelles énergies? Bien sûr. Je vais prendre un exemple tout simple. On est tous aujourd'hui dépositaires et utilisateurs de services de stockage de petite ou de grande capacité. Donc petit, quelques milliampères pour les portables. Et dans nos systèmes, nous avons besoin de plus en plus de capacités de stockage de masse. Alors je vais prendre quelques images d'un point de vue technique et économique pour vous illustrer ça. Dans le domaine du numérique, on est passé des supercalculateurs à des réseaux de serveurs et à des réseaux de serveurs et de PC avec le cloud. Et nous pensons que dans la transition énergétique, la délocalisation des moyens de production, c'est un peu le même schéma qui est en train de se passer. On passe de d'ailleurs centrales de production, on appelait le terme centrale, ça porte bien son nom, à des moyens de production décentralisés. Donc la CNR en parlait, c'est pas seulement des centrales hydroélectriques, ça peut être des champs solaires ou éoliens locaux. Alors l'hydrogène dans ce dispositif est une des possibilités de stockage. On connaît l'ion lithium, on connaît les steppes. L'ion lithium, c'est très bien, nous pensons, pour du stockage de courte durée. Qu'est-ce que va apporter le stockage d'hydrogène ? Une définition d'abord simple pour que tout le monde ait le même niveau un peu d'information. On va utiliser de l'eau pour faire du stockage. On n'a pas besoin de dépendre du ion lithium. C'est des expériences qu'on fait au collège. On met des électrodes et le courant et l'énergie qu'on amène va dissocier les molécules d'eau et on va récupérer cet hydrogène qui va donc être un vecteur énergétique. Et cette eau, c'est un circuit. On va la récupérer dans les process derrière. Alors l'hydrogène est un peu un élément, un vecteur, puisque ça va permettre de faire converger et communiquer et collaborer le réseau électrique d'une part, avec la production, les centrales et le réseau de distribution, mais ça peut aussi faire communiquer le réseau de gaz, puisque cet hydrogène, on peut le stocker sous différentes formes, y compris demain dans des réseaux de gaz. Et puis troisième réseau très important, c'est le réseau de transport. L'hydrogène permet de transporter un vecteur énergétique et donc des véhicules électriques dont on va retenir une charge non pas sous forme ion lithium, mais un moteur électrique qui va être alimenté en hydrogène. Et je pense qu'il y aura des questions et on détaillera. Deux compléments, techniquement c'est intéressant, mais surtout, qu'est-ce que ça amène économiquement ? Et je pense que s'il y a des entreprises privées autour de la table, c'est parce que cette transition énergétique permet de créer de la richesse. Elle va transformer la chaîne de valeur. On va passer d'un mode où on était importateur de carburant à, en Rhône-Alpes, on appelle ça la houille blanche. On va fabriquer de l'électricité localement et on va la stocker avec, donc l'hydrogène est un gaz, il est incolore, il est inodore, mais on va le fabriquer donc localement, donc on va créer de la richesse locale. Le troisième et non des moindres, et je suis ravi qu'on ait les gens de l'INPG avec nous, c'est le facteur humain. Tout ça va générer des jobs plutôt qualifiés. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens pour la maintenance, donc on va créer des jobs et on va travailler en mode collaboratif parce que le stockage tout seul n'amène rien, il doit forcément travailler avec les fabricants d'électricité et les gestionnaires de réseau. Donc je suis ravi d'être avec
des partenaires qu'on retrouve sur beaucoup de projets actuellement sur la transition énergétique. Alors Frédéric Dohet de RTE, votre job c'est de construire les tuyaux, en gros, si on schématise. Je schématise beaucoup, mais... Et du coup, tous ces changements, pour vous, c'est compliqué, j'imagine, à appréhender. C'était plus simple quand il y avait une seule centrale Alors, c'est passionnant, bien sûr, ça renouvelle complètement nos métiers. On se fait appuyer d'ailleurs par des bonnes écoles et des bons laboratoires pour progresser sur ces sujets. Mais je voudrais dire deux choses. D'abord, je suis complètement d'accord sur ce qui vient d'être dit sur les ruptures en cours, mais en même temps, je voudrais vraiment souligner le fait que ces ruptures porteront leurs fruits dans le temps. Et 2050 me paraît effectivement la bonne échéance. 2030, c'est un peu court. RTE vient de produire des scénarios qui ne sont que des scénarios, mais qui nous permettent avec humilité d'essayer d'ouvrir le champ des possibles pour l'avenir jusqu'en 2035. Et on regarde que même en mettant énormément d'efforts pour le développement des énergies renouvelables, on aura encore beaucoup d'énergies non renouvelables dans nos mix en 2035. Bon, moi, je vais surtout parler d'électricité, mais effectivement, il y a aussi un travail de plus en plus intéressant entre réseaux et vecteurs énergétiques différents. Et nous travaillons de plus en plus avec nos collègues gaziers pour essayer de trouver des complémentarités et réussir cette transition énergétique à moindre coût. Alors, je voudrais simplement dire que RTE a quand même une certaine habitude de, je dirais, se projeter à long terme. Pourquoi ? Parce que nous faisons beaucoup d'investissements pour maintenir ou créer ce qu'on appelle aussi des autoroutes de l'électricité. Et effectivement, c'est coûteux. Et surtout, ça doit s'amortir sur une très longue période. Donc, aujourd'hui, si nous investissons aujourd'hui, c'est jusqu'en 2060, puisqu'on met 45 ans pour amortir nos infrastructures. Vous voyez, c'est très très long. C'est plus que toutes les centrales de production d'électricité, 20 ans pour le photovoltaïque, 30 ans pour le nucléaire. Voilà, donc on est même à 45 ans. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous revisitons chacune de nos décisions d'investissement en fonction de ce que peut être l'avenir. Évidemment, nous ne le connaissons pas plus que vous. Nous imaginons un champ des possibles. Et ce que nous voulons faire, c'est faire des investissements sans regret. Qu'on ne dise pas qu'on a fait des projets inutiles et coûteux. Alors, je voudrais simplement dire que la décentralisation, ça nous paraît un point extrêmement important et qui va venir d'ici 2050, c'est évident, et certainement d'ici 2035 déjà de manière très significative. Mais qu'on travaille à plusieurs échelles à la fois. Concrètement, vous pouvez nous donner un exemple de décentralisation, parce que 2035, c'est demain. Alors, pour décentraliser la production, je vous rappelle que bientôt, tous les nouveaux bâtiments qui seront produits par des promoteurs immobiliers devront être à énergie positive. Donc, on aura des îlots de production d'électricité et donc des lieux où il y aura davantage d'électricité produite qu'il n'y en aura de consommée. Mais évidemment, ça ne sera pas partout le cas avant très longtemps. Donc, on se situe dans une situation où on va continuer à avoir besoin du réseau pour alimenter les zones déficitaires par les zones excédentaires. Et c'est là que je voudrais juste parler des échelles. Nous croyons à la décentralisation de la production et au rapprochement de la consommation locale, mais nous croyons aussi au fait qu'il y a des puissants mouvements économiques qui font que lorsqu'il y a des régions fortement ventées, c'est là qu'on fera de l'éolien, fortement ensoleillées, c'est là qu'on fera du soleil, avec beaucoup d'agriculture ou de forêt, c'est là qu'on fera de la biomasse. Et donc on pourra spécialiser au sein du marché unique européen de l'énergie des régions ou relativement les spécialiser. Et pour ça, on a besoin de réseaux pour aller chercher, par exemple, dans le nord de l'Europe, l'électricité d'origine éolienne ou dans le sud de l'Europe, des productions photovoltaïques garanties toute l'année. Si je me permets de dire ça, c'est qu'on va avoir besoin à la fois de se rapprocher du terrain pour les raisons que vous avez tout à fait bien expliquées, mais qu'on va aussi avoir besoin de maintenir, voire développer des interconnexions avec les pays voisins pour profiter les uns les autres des avantages relatifs qu'on a en termes de production d'électricité pour que le consommateur puisse accéder aux sources d'énergie les moins chères. Alors on va y arriver d'autant mieux que, et ça on va en parler dans un instant j'imagine, nous allons avoir des réseaux plus digitaux, plus intelligents on dit, c'est-à-dire qui pourront mieux tirer parti des différentes capacités des infrastructures existantes. C'est un peu comme si les autoroutes nous donnaient à l'avance la circulation qu'il y aura et la vitesse moyenne qu'on pourra y faire. Eh bien, on s'achemine vers des choses qui ressemblent à ça à toutes les échelles du réseau et ça devrait nous permettre justement, en construisant juste ce qui est nécessaire en termes d'infrastructures supplémentaires, de beaucoup plus échanger entre territoires excédentaires et déficitaires. Alors, Frédéric, vous venez de faire la transition toute
évidente pour vous, M. H. Saïd, et nous parler de ce pilotage intelligent du réseau, puisque vous, votre travail, c'est d'avoir une vision de la globalité du système. En effet, je vais reprendre un peu aussi la formule de Frédéric sur le fait que on vit vraiment une époque formidable. Hein, donc, entre le moment où je suis rentré dans ce métier et puis aujourd'hui, à l'époque, on parlait de ce qu'on appelait les paliers techniques. Et aujourd'hui, il y a une accélération extraordinaire et que c'est ce que je dis également aux élèves qui veulent rentrer dans ce métier-là, qu'ils vivent, en tout cas, ils sont en train de vivre aussi une époque formidable. Quelques chiffres d'abord. L'année 2015 et 2016 ont été considérées comme étant les années les plus chaudes sur la planète jamais enregistrées. L'année la plus froide, c'était, je crois, 1909. Entre 2015 et 2016 également, il y a eu, sur les 2 années, un investissement dans le monde dans les énergies renouvelables de l'ordre de 300 milliards de dollars. Il y a eu une croissance de véhicules électriques, hein, pour la question encore de décarbonation, de l'ordre de 50%. C'est juste incroyable. Et enfin, et c'est un élément extrêmement important, il y a eu plus de 300 millions de personnes dans le monde qui ont eu accès à l'électricité, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Et cette accélération de l'accès à l'électricité est en grande partie liée ou grâce aux énergies renouvelables, parce que en fait, les populations locales peuvent enfin utiliser des énergies locales en général basées sur des énergies renouvelables, alors qu'avant c'était du diesel, du bois, etc., et que c'était pas évident. Et c'est une accélération, pas seulement ici, mais c'est une accélération partout dans le monde. Donc, ces énergies renouvelables, avec la vitesse à laquelle ils sont en train de pénétrer dans les systèmes électriques, parce que l'idée c'est de les utiliser à bon escient, ces énergies renouvelables, c'est un véritable changement par rapport à la manière dont le système électrique a l'habitude de fonctionner. Parce que le système électrique, il a une caractéristique qui est très particulière. Je pense que c'est une des infrastructures qui a cette caractéristique, c'est que à chaque instant, mais alors là, à chaque instant, seconde après seconde, ce qui est produit doit être exactement ce qui est consommé, ou vice-versa. Ce qui est consommé doit être exactement ce qui est produit. Ce qui veut dire que quand vous avez une augmentation de la consommation, et juste sur l'échelle de la France, en une journée, vous pouvez avoir plus de 30 000 mégawatts de gradient de consommation. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que c'est 30 000 mégawatts? C'est 30 tranches nucléaires, c'est 30 millions, enfin une consommation de 30 millions en gros, en moyenne à 1 kilowatt par personne. Donc c'est juste gigantesque, juste la variation. Et jusqu'à présent, on avait en tout cas un système qui est bien piloté, et je profite de cette occasion pour dire que le secteur électrique, c'est un des secteurs d'excellence de la France, de point de vue économique, et donc le monde entier nous envie. Moi, je circule un peu partout dans le monde, j'ai des positions un peu partout dans le monde, et le monde entier nous envie la qualité du réseau français, qui est considéré comme étant un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur réseau en termes de qualité-prix. Donc le rapport qualité-prix. Et donc, jusqu'à présent, dans ce réseau-là, quand nous avons une forte augmentation entre 4h du matin et puis 10h du matin, une augmentation assez vraiment forte, eh bien, nous avons les autres moyens de production qui sont en mesure de pallier, donc d'augmenter pour garder toujours cet équilibre entre la production et la consommation. Alors, quand on a des moyens qui nous permettent de les piloter, c'est-à-dire quand il y a une demande, on accélère pour pouvoir répondre à cette demande-là, on y arrive, avec malgré tout, je précise malgré tout qu'il y a encore beaucoup de blackouts dans le monde, et les blackouts, c'est une panne généralisée sur un pays, et je vous laisse imaginer ce que c'est que ne pas avoir de l'électricité au moins une journée. Je pose toujours la question quand je rentre dans mon cours aux élèves pour qu'ils puissent prendre conscience de l'importance de cette infrastructure, d'imaginer un jour sans électricité. Et un blackout, et c'est des chiffres RTE, donc j'ai Frédéric à côté de moi, un blackout sur une journée pour un pays développé, c'est de l'ordre de 1% de PIB. Pour la Suisse qui est au centre, c'est le coffre-fort de l'Europe, il l'estime entre 2,5 et 3% de PIB, une journée de blackout, donc du panne généralisé. Donc c'est de voir ce que c'est que finalement cette infrastructure et l'intérêt ou l'importance de garder cet équilibre à chaque instant, parce que si on n'arrive pas
à garder cet équilibre-là, évidemment, la menace est indiscutable sur la sécurité du système. Pour revenir sur l'horizon 2050, qui est la thématique, oui. Ce nouveau système, celui qu'on est en train de construire, que vous êtes en train de construire, vous pouvez nous le présenter oui. À quoi vous pensez qu'il va, oui, ressembler? J'y arrive. Vous êtes juste impatient, mais c'est je sais. J'y arrive. En fait, tout ça pour dire que le changement de cette époque qui est aux énergies renouvelables, c'est que on ne peut pas accélérer la production d'éolien ou de photovoltaïque quand il y a une accélération de la demande. Et donc, il faut penser à de nouvelles solutions. Alors, on a parlé évidemment de stockage. Le stockage, c'est une des solutions. En gros, ça rentre dans ce qu'on appelle un réseau plus flexible. Il faudrait qu'on puisse avoir plus de flexibilité. Et dans ces flexibilités, c'est un panel. Parce que, effectivement, l'équation économique est une des équations fondamentales. Vous l'avez cité à juste titre. Et donc, vous avez du stockage et surtout du stockage de masse, d'ailleurs. Donc, c'est le point fondamental du stockage de masse. Vous avez également la mutualisation, ce qui a été dit par Frédéric sur le fait que le réseau, par définition, c'est ce qui permet de donner de la valeur à l'ensemble des utilisateurs, dès lors qu'il permet à chacun d'entre nous d'accéder à chaque instant à la source la moins chère et la plus disponible et la plus fiable. Donc ça, c'est un rôle économique fondamental, et donc la mutualisation entre le Nord et le Sud, entre les pays européens, mais aussi le rôle du consommateur dans sa flexibilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la demande, le pilotage de la demande, voire même des changements de type que on va devoir synchroniser notre consommation sur la disponibilité de l'énergie. Donc c'est des choses qui sont en train de se produire aujourd'hui, qu'on prépare évidemment dans l'avenir. Donc ça, c'est plutôt, on est sur le niveau global, donc sur l'équilibre, mais on a aussi un niveau local, parce qu'aujourd'hui, on a 95% des ENR qui sont raccordés sur le réseau de distribution, donc au niveau local, 95%. Et ça représente en gros à peu près 20 000 mégawatts. 20 000 mégawatts, encore une fois, où est-ce que c'est maintenant 20 000 mégawatts alors qu'il y a quelques années, donc il y a vraiment quelques années, il y a moins de 6 ans, 6-7 ans, il n'y avait pratiquement rien. Il y avait zéro. Et donc, en quelques années, on est passé de l'ordre de 20 000 mégawatts sur un réseau qui n'était pas conçu à cet effet-là. Et donc, là, ça pose évidemment des contraintes, ce qu'on appelle des contraintes sur le matériel, des tensions, ça compte des contraintes évidemment sur la gestion des défauts, mais aussi l'importance de coordination entre le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de distribution. Et c'est là où vous avez l'histoire des blockchains, donc les échanges d'énergie entre particuliers, avec aussi le corollaire qui est autour de la solidarité, parce que c'est un des points fondamentaux qui aujourd'hui on le prépare pour les années à venir, parce que le point fondamental avec la flexibilité, c'est la solidarité. Merci Monsieur Lhuillier. Vous avez évoqué tout à l'heure la technologie blockchain. Donc la liaison se fait facilement. En quoi la digitalisation, elle va favoriser tout ça? Elle va favoriser tout ça parce qu'on change on change de paradigme. On change de paradigme puisque aujourd'hui, on doit adapter la production en instantané avec la demande. Demain, on devra mettre en corrélation en permanence la demande avec la production et le stockage. Puisque la production, à partir du moment où elle est renouvelable, elle est en grande partie intermittente. Donc ça veut dire qu'on va produire de l'hydraulique, de l'éolien, du photovoltaïque lorsque Dame Nature sera généreuse avec nous. Donc on devra stocker de l'électricité et lorsqu'on a un excédent d'électricité et la déstocker lorsque on sera en déficit. Et donc tout ça, le numérique va permettre des échanges de données en temps réel en lien avec les prévisions météo qui devront être beaucoup plus fines. C'est-à-dire qu'on travaille déjà aujourd'hui à mettre des caméras sur les parcs photovoltaïques de manière à pouvoir prédire à l'horizon du quart d'heure quand un nuage va passer et quel sera l'impact sur la production. Donc sur la prévision météo, sur l'agrégation entre les différentes énergies, est-ce que ce nuage il va générer en même temps une baisse de production sur l'éolien, sur le photovoltaïque, mais également augmenter le vent et donc générer une accélération de la production.
Donc une agrégation des énergies et puis le lien avec le consommateur. Le consommateur demain saura en temps réel quel est l'état du réseau. C'est-à-dire qu'il sera votre lave-linge, votre lave-vaisselle, votre pompe à chaleur, la recharge de votre voiture électrique saura de manière instantanée quel est l'état du réseau, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon moment pour consommer de l'électricité à ce moment-là, mais même mieux que ça, aura des prévisions à l'horizon de 12-24 heures sur quel sera l'état du réseau à l'horizon de 12-24 heures et quel est le meilleur moment pour consommer l'électricité. C'est-à-dire que les appareils de consommation électrique au sein de votre maison adapteront automatiquement le moment de consommation par rapport à l'état du réseau et par rapport au stockage. Donc une synchronisation entre la demande et le réseau. Et quand on dit demain, c'est 2050 ou c'est demain Alors demain, c'est des expérimentations qui sont déjà en cours. À Marie-Galante. J'y viens. Alors, quand on dit qu'on a 2050, c'est loin, qu'on a le temps de s'y préparer, c'est loin, mais à l'échelle d'un système, c'est pas si loin que ça. Et nous sommes convaincus que pour y arriver, on va devoir changer de braquet et d'accélérer, et qu'on va devoir être ambitieux. Et dans ce cadre-là, CNR développe en partenariat avec 2 entreprises un projet très ambitieux qui est de convertir l'île de Marie-Galante, qui est une île de 11 000 habitants au large de la Guadeloupe, à 100% aux énergies renouvelables à l'horizon 2020. 2020, c'est demain, on est en 2017, bientôt 2018, donc en moins de 3 ans. Donc l'objectif, c'est comme la plupart des îles de l'Union européenne, il y a 2000 îles dans l'Union européenne, 2000 îles habitées. La plupart des îles de l'Union européenne sont aujourd'hui alimentées en électricité qui a plus de 80% énergie fossile, c'est-à-dire essentiellement des groupes diesel, mais également du charbon et un petit peu de gaz. Et donc ces énergies fossiles, elles sont naturellement fortement émettrices de gaz à effet de serre. Elles coûtent très cher à importer localement. Donc il y a une très très grande ambition de la part des territoires insulaires, ce qu'on appelle les zones non interconnectées, de devenir autonomes énergétiquement à partir des énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'on va expérimenter à l'échelle d'une île qui est quand même de taille significative, 11 000 habitants, ce que l'on va vivre à l'horizon 2050 à l'échelle d'un grand pays. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va installer des énergies renouvelables, donc du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, associé à du stockage, donc du stockage ce qu'on appelle court terme, où on va stocker l'excédent de production solaire de la journée pour le déplacer au pic de consommation du soir. Donc ça se fait très bien aujourd'hui, d'ores et déjà, avec des batteries ion lithium. On va également créer du stockage plus saisonnier. Et là, ça se fait au travers du stockage de l'hydrogène. On va utiliser l'excédent de production d'électricité pour faire, avec l'électrolyse de l'eau, produire de l'hydrogène que l'on va ensuite réutiliser pour reproduire de l'électricité lorsqu'on en a besoin. Donc ça, associé à de la modulation de la demande, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les consommateurs d'électricité pour graduellement mettre en place ce que je vous expliquais sur la modulation de la demande, et tout ça piloté par une centrale virtuelle, ce qu'on appelle aussi Smart Grid, pour mettre en adéquation la production, la demande et le stockage. Donc c'est demain, mais ce n'est pas dans un horizon si lointain. C'est un projet qui est très ambitieux et qui est également emblématique. Quand vous disiez que la France est un modèle dans le domaine, c'est vrai. À l'échelle mondiale, c'est le projet le plus ambitieux qui existe de conversion à l'horizon, conversion à 100% à l'horizon 2020. Donc la France est un modèle et on peut en être fier. Et tout ça grâce au talent qu'on a en France, grâce à une éducation d'un très bon niveau, grâce à des laboratoires de recherche d'un excellent niveau, grâce à des entreprises innovantes et une bonne coordination entre les entreprises, parce que nous croyons énormément au fait que les solutions, elles existent en grande partie. On a besoin de les mettre en relation et on a besoin de faire travailler plus ensemble des entreprises qui ont chacune une brique de solution.
Donc Bertrand Amelot, si je comprends bien ce que vient de dire Didier Lhuillier, le stockage, vous êtes une des pierres angulaires. C'est une question de stockage, on la retrouve à chaque prise de parole. 2050, tout à l'heure, quand on préparait, vous me disiez que c'est même très loin pour vous. Alors nous, on pense que les opportunités vont arriver beaucoup plus vite. Je vais vous dire pourquoi. Et ça renforce complètement les messages sur la flexibilité et la sécurité. L'exemple de la CNR sur des îles qui décident de passer sur un mode décarboné peuvent maintenant bénéficier de technologies qui sont compétitives par rapport aux groupes électrogènes traditionnels. En gros, on regarde, il y a tout un ensemble d'entreprises qui regardent des coûts entre la logistique de transporter vos fûts de gasoil sur les îles. On vise d'être à peu près à $150 le mégawattheure, et avec des mix batterie ou stockage hydrogène, c'est maintenant du domaine accessible. Parce qu'il y a eu des dizaines d'années de R&D dans ces domaines, et que maintenant on commence à avoir des volumes de batterie, on en a parlé tout à l'heure, y compris dans les véhicules, donc les prix descendent. Donc on a des solutions de plus en plus flexibles, de petite et de grande taille. Ces solutions, je pense qu'elles peuvent contribuer aussi à renforcer la sécurité. Je pense qu'effectivement, la mission première des opérateurs de réseau, on en oublie quasiment, comme c'est agréable de vivre dans des pays et des régions où on a la sécurité, on ne se pose jamais la question de brancher un équipement. Et donc, comment on fait pour préserver cette sécurité ? Le stockage de masse, on va changer l'échelle. On a les exemples type Linky pour faire du local. Mais demain, des grosses unités d'électrolyse sont des outils flexibles. Alors, qu'est-ce que j'entends ? C'est une image très très simple. Vous pouvez, s'il y a beaucoup de vent la nuit, faire tourner des mégawatts. On est sur des plateformes de 100 mégawatts maintenant d'électrolyse à fond. Et vous allez vous effacer en moins de 5 secondes quand il est midi ou 6 heures le matin et qu'on rentre dans les pics de consommation. Aujourd'hui, on a des demandes de grands acteurs de la pétrochimie qui nous disent on a besoin de décarboner notre mix. On a des excédents et d'intermittences dans les régions d'Europe du Nord où il y a beaucoup d'éoliens. Et donc le meilleur des deux mondes, ce serait ce qu'on appelle du wind gas. Et donc ce n'est pas de la science-fiction, on le fait chez Audi. On a 6 mégawatts depuis 3 ans. On a de l'électricité qui vient des champs éoliens offshore. Et on va pousser cette électricité sous forme d'hydrogène, soit dans des racineries, et ça va aider à décarboner des métiers conventionnels, ou bien faire un gaz de synthèse qui va être utilisé dans le transport. Ce faisant, l'électrolyse est flexible, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais la priorité, elle va se mettre au service de l'opérateur réseau, et notre outil va être plugué avec une plateforme Siemens au système digital local. Et on va donc jouer la solidarité, jouer le stockage ou le déstockage au service du réseau. Donc Marie-Galante ou des gros sites, c'est un peu ce que ça peut permettre. Je voudrais rajouter sur la production des énergies renouvelables, ce qui est bien important de comprendre, c'est l'accélération qu'il y a de la compétitivité du photovoltaïque et de l'éolien. Les prix ont été divisés par 8 en 5 ans et ça va continuer à s'accélérer. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le prix d'un mégawattheure sur le réseau français, il est de l'ordre, le prix de marché de gros, il est de l'ordre de 40 € le mégawattheure. Il y a 15 jours, le Mexique a rendu public les données d'un appel d'offres qu'il a lancé pour développer plusieurs centaines de mégawatts d'énergie renouvelable. Et l'éolien est ressorti à 15 € le mégawattheure et le solaire pareil. C'est-à-dire qu'on compare 15 € le mégawattheure au Mexique par rapport à 40 € le mégawattheure, ce que l'on a aujourd'hui sur notre réseau. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les énergies éoliennes et solaires que l'on a développées dans les 10 dernières années au travers de subventions qu'on a accompagnées en disant elles ne sont pas encore compétitives mais le deviendront, donc on met des subventions pour développer la technologie et faire en sorte qu'il y a un effet masse et un effet positif qui se crée, vertueux qui se crée pour que ça devienne compétitif. Là, c'est déjà le cas
Il y a de nombreux exemples. Donc là, j'ai cité le Mexique, mais on a eu le cas au Chili. Et en France, il y a un certain nombre d'industriels qui nous contactent en nous disant comment je peux acheter de votre part, à l'horizon de 5 ans, l'électricité pour mon usine à 100% à partir d'énergie renouvelable. Je veux m'engager sur des horizons de 10, 15, 20 ans à 100% énergie renouvelable, et ça sans subvention, en faisant le pari que à ces horizons de temps-là, les énergies renouvelables en France seront compétitives par rapport au réseau. Et pour un industriel, c'est une question économique, mais c'est aussi une question d'image, parce que les clients demandent de plus en plus que le produit soit fait en étant le plus respectueux de l'environnement. Donc ce phénomène de développement des énergies renouvelables de manière très compétitive, il est intervenu beaucoup plus vite que prévu. Tous les experts s'accordent à le dire, et tous les experts s'accordent à dire aussi que ça va continuer. Donc ça, c'est ce qui va provoquer l'accélération, qui fait que des études où on dit on est à 100% énergie renouvelable en 2050, l'ADEME en a publié une récemment, c'est pas si fou que ça. Et encore une fois, hein, on invente tous les jours, et aujourd'hui ça s'accélère, et ce que l'on vit aujourd'hui va continuer à s'accélérer. Alors ce développement ultra rapide, Frédéric Doët, c'est une pierre dans votre jardin, parce qu'il faut que vous l'accompagniez, Oui, alors il va falloir un peu, là, que j'apporte un peu de contradiction à cet optimisme extraordinaire de production d'énergie renouvelable décentralisée. Il y en aura de plus en plus, je l'ai dit, je suis parfaitement d'accord avec ça. Le scénario qui nous paraît le plus vraisemblable est celui d'ailleurs exposé pour le monde entier par une grande agence internationale qui s'appelle l'Agence internationale pour l'énergie, qui dit qu'en 2050, on devrait avoir environ 50% de l'électricité produite dans le monde, et le monde sera de plus en plus électrifié pour la raison que disait Noureddine à l'instant, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui accèdent à l'électricité, décentralisée ou non. Cette électricité sera décentralisée, 50%, et propre. Donc il y a de la place effectivement pour toutes les propositions que vous avez faites, et j'appuierai même sur le fait que la chute des coûts de la production des énergies renouvelables est vraiment très impressionnante et qu'elle va se prolonger. Maintenant, je vais me faire quand même l'avocat des 50 autres pourcents qui vont encore avoir besoin d'une production d'électricité régulière, prévisible, et je pense notamment à l'industrie. Là, on peut penser là aussi qu'il y aura une décentralisation de l'industrie, une flexibilisation de l'industrie, de sorte qu'on puisse synchroniser les besoins avec la disponibilité d'électricité renouvelable, qu'on puisse recourir partiellement à du stockage quand on a besoin d'ajuster un peu l'offre et la demande. Néanmoins, je vous donnerai juste un exemple. Certes, l'éolien progresse, mais il progresse encore plus vite quand il est très concentré. Alors je vous donnerai l'exemple des champs d'éoliennes offshore, hein, donc en mer. Il y a 10 ans, les appels d'offres sortaient avec des prix de production de l'électricité qui étaient 10 fois le prix du marché. Aujourd'hui, en tout cas en Europe du Nord, mer du Nord et mer de Baltique, les derniers appels d'offres, et là on ne parle pas du Mexique, on parle vraiment de l'Europe, du marché unique de l'électricité, sortent au prix du marché. Alors, on voit bien que donc il y a eu une chute considérable, et donc ça rejoint complètement ce que vous venez de dire. Simplement, c'est aussi parce qu'il s'agit d'un mode relativement concentré, avec des gains d'échelle. Donc, il y aura pour tous les consommateurs des choix à faire, et possible. Et l'éventail des choix s'élargit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a ceux qui voudront être autoproducteurs et autoconsommateurs. Ça sera possible à des coûts raisonnables. Et puis, il y a ceux qui seront des gros consommateurs d'électricité, qui préféreront encore recourir à de l'électricité la meilleure marché possible, la plus décarbonée possible, la plus sûre possible, parce qu'on a aussi une obligation d'apporter
de la régularité dans l'alimentation. Et ça, le réseau peut le faire, à condition, bien sûr, qu'il soit de plus en plus intelligent, qu'il soit bien entretenu et que les quelques maillons manquants, je pense notamment aux interconnexions avec les autres pays, soient réalisés. Juste pour parler des interconnexions, on parlait de l'île, des îles tout à l'heure. C'est un objet tout à fait passionnant, surtout quand il ne pourra pas être connecté et donc il a besoin d'être autonome. À l'inverse, quand vous êtes la Grande-Bretagne, par exemple, et que vous savez que vous allez avoir de grands besoins d'électricité dans les années qui viennent parce que vous aurez moins de gaz et moins de pétrole, c'est la situation de l'Angleterre aujourd'hui, eh bien, vous faites construire un très grand nombre d'interconnexions avec les pays du continent pour pouvoir bénéficier de l'électricité bon marché qui s'y trouve. Donc, la France a 2 ou 3 interconnexions en projet, mais très avancées. Pour certains, il manque telle ou telle autorisation administrative, mais les choses avancent bien. Elle en a une avec la Belgique, bientôt 2 avec les Pays-Bas, bientôt avec la Norvège. Ce que je veux dire, c'est que l'interconnexion, les réseaux permettent d'assurer de l'électricité propre, sûre et bon marché, sans être en contradiction avec tous les éléments de décentralisation dont vous avez parlé. Mais je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. Alors, j'aimerais aborder un point différent, c'est le volet social. On a parlé tout à l'heure de changement de paradigme, des nouveaux métiers du stockage qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Ce changement qu'on est en train de vivre avec l'arrivée de ces énergies, il va avoir beaucoup de conséquences. Je vais peut-être commencer avec vous, Monsieur Lhuillier, Didier Lhuillier. Quelles sont-elles? Parce qu'il y a des gens qui vont devoir apprendre des nouveaux métiers, d'autres en 2050 qui n'auront plus leur métier. Est-ce que ça aussi, vous tous, vous travaillez dessus? Alors, je vais reprendre l'exemple de Marie-Galante qui est l'horizon 2020 sur cet aspect social. Donc ça, c'est un aspect que l'on a pris en compte dans la conception de notre projet en se disant ces îles vivent aujourd'hui à partir d'alimentation par groupe diesel et il y a une partie de l'économie de l'île qui vit sur les énergies fossiles. Donc, c'est-à-dire que vous avez les personnes qui s'occupent de l'importation, vous avez les personnes qui s'occupent du raffinage, de la distribution, vous avez les pompistes et vous avez les collectivités qui retirent une partie de leur budget annuel au travers des taxes sur ces hydrocarbures. Donc, on s'est dit, si on veut générer de l'adhésion sur notre projet, on a besoin de réfléchir en amont quel est l'impact sur ces personnes et sur leur activité de travail, quel est l'impact sur le budget des collectivités et concevoir en amont de manière à l'accompagner. C'est-à-dire que on a créé une école numérique pour former les jeunes Marie-Galantais aux technologies du web et pour être programmateur Internet depuis Marie-Galante. On réfléchit à créer une plateforme de maintenance de véhicules électriques et véhicules hydrogène. Donc on a besoin, pour accompagner la transition énergétique, de réfléchir en amont et d'apporter des solutions pour d'une part démystifier le problème et dire de toute façon ça va générer du travail parce que quand vous aurez du stockage d'hydrogène, vous aurez besoin de l'exploiter, de le maintenir, donc générer du travail et puis générer des nouveaux métiers qui sont quelque part intéressants. C'est passionnant notre métier de pouvoir changer notre mode de consommation, de pouvoir mettre en adéquation notre consommation avec le monde de demain et quelque part apporter notre pierre au respect de l'environnement parce que on dit aujourd'hui qu'on vit à crédit au niveau de l'environnement, c'est-à-dire qu'on a consommé une planète à peu près au mois d'août de chaque année, donc on se rend bien compte que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc être en mesure d'apporter aux personnes des solutions qui vont leur permettre de continuer à gagner leur vie, d'avoir un métier intéressant tout en sauvant la planète, c'est à mon avis le secret de la réussite. Noureddine Hachsaïd, vous qui revendiquez une vision d'ensemble du système, c'est aussi une problématique que vous prenez en compte? Oui, absolument. Je voudrais juste encore
rajouter quelque chose qui est une dimension encore plus importante, ce que disait d'ailleurs Frédéric sur ces questions d'interconnexion. Juste après, je reviendrai à votre question. S'il vous plaît. Vous savez aujourd'hui qu'on développe pour 2050 ce qu'on appelle le réseau mondial. C'est-à-dire qu'en fait, tous les réseaux du monde entier, y compris entre l'Europe et les États-Unis, vont être interconnectés pour suivre la course du soleil, de façon à ce qu'on puisse plus se poser la question de la nuit et du jour. Donc on en est là, donc sur ces interconnexions, pour pouvoir mutualiser justement l'ensemble des situations au niveau mondial. On est en train de regarder ça. La deuxième chose, effectivement, par rapport à tous ces nouveaux métiers, typiquement pour le stockage, ce qui change la donne, et en particulier l'équation économique, c'est qu'on passe d'un système énergétique où il est dominé par ce qu'on appelle le coût marginal de production, à un système économique dans lequel probablement le coût marginal de production va tendre vers zéro. Ce qui veut dire que même la tarification classique va être bouleversée dans le sens où le stockage va avoir une considération importante dès lors qu'il peut accéder probablement à une énergie à coût marginal nul. Ça va totalement changer l'équation économique de stockage. Et là, ce qu'on voit, nous, dans les métiers qui sont en train d'arriver, on n'a jamais vu autant, par exemple, de création d'entreprises que ces derniers temps de la part des jeunes. Des jeunes qui sortent directement de l'école d'ingénieur, ou que, juste après avoir préparé une thèse de doctorat sur laquelle ils ont creusé un aspect d'innovation particulier. Avant, on avait des gens, ils disaient, bah voilà, je cherche du travail, et puis voilà, ils auraient été formés pour ça. Aujourd'hui, il y a eu une accélération, que ce soit des élèves, que ce soit des demandes, sur toute création d'entreprise dans ce domaine-là. C'est-à-dire que vous avez des gens créatifs dans le domaine de la gestion de la donnée, dans le domaine, vous avez dit tout à l'heure, sur le consommateur qui va devenir intelligent, il va pouvoir synchroniser sa machine à laver. En fait, c'est pas le consommateur qui va être là en train d'attendre à quel moment ça va venir pour qu'il branche. Rassurez-vous, ça sera pas comme ça. Donc, vous avez des technologies qui sont en train d'arriver, portées en grande majorité par des jeunes, avec de la gestion de données, de façon à ce que ça soit automatique, transparent vis-à-vis des consommateurs. Vous avez des entreprises sur, justement, le lien entre le véhicule électrique et le stockage, voire le réseau, la communication. Vous avez des entreprises encore de stockage des solutions de stockage qui sont en train d'arriver sur le marché. Enfin, une accélération extraordinaire. Et à chaque fois, ces entreprises, elles sont en train de créer de l'emploi. Et elles créent de l'emploi. Et quel plaisir de voir ces innovations qui aboutissent à de la création d'emplois dans un domaine où, effectivement, les jeunes qui se disent « je contribue également à cette planète qui va devenir plus décarbonée, on va dire », des innovations, de la création de richesse, évidemment, c'est un monde qui s'ouvre à nous, qui est très excitant, en tout cas pour la jeunesse qui est en train d'arriver. À vous entendre, il n'y a pas de frein, du coup, au développement des énergies renouvelables aujourd'hui? Vous êtes très optimiste, c'est pour ça. Dit ça, mais... Non, mais... Bertrand Amelot. Alors, il n'y a pas de frein, et en même temps, le facteur temps va être déterminant. Et je voudrais revenir sur un point qui en a donné un peu l'impression d'une espèce d'opposition dans notre transition énergétique entre énergie renouvelable et énergie centralisée historique. Et je pense qu'il ne faut pas les opposer. En fait, première chose, il y aura dans la transition énergétique, finalement, on demande aux industriels et aux États une stratégie et une capacité à gérer l'émergence des ENR tout en sécurisant et en combinant. On va encore se servir de centrales à gaz. On ne peut pas faire un changement de capacité par bloc en l'espace de 5 ans. Le stockage, du coup, est un bon outil pour faire finalement le meilleur des démons. Je vais vous donner 2 exemples en Rhône-Alpes, d'une part, et en Chine, pour vous montrer pourquoi il est urgent aussi d'accélérer. En Rhône-Alpes, il y a 1 mois, je crois, il y a eu le lancement d'un projet qui s'appelle Zero Emission Valley, qui est l'annonce que la région, avec collectivités et plus de 20 entreprises, lance un projet d'une 20aine de stations hydrogène et plus de 1000 véhicules. En disant, c'est maintenant qu'il faut jouer la carte, après des années de R&D, pour commencer à développer le marché. Réponse de certains pays frontaliers, ils nous disent, mais tiens, on voudrait faire aussi la même chose, c'est une bonne idée, donc je pense qu'il faut démarrer localement, et ça va contribuer à générer des jobs localement, là où en plus l'écosystème est né, puisque c'est quand même dans la région rhône-alpine qu'une bonne partie des technologies de stockage au sens large, et d'hydrogène en particulier, sont nées.
Les Italiens regardent le sujet, ils nous disent tiens, en plus, nous, ça va nous aider et nous inciter à améliorer le modèle économique de nos centrales à gaz. Je les regarde, j'ai dit mais je ne vois pas le rapport. Le rapport, il est où? Ils se disent qu'en utilisant bien des capacités d'hydrogène, à certains moments, d'un point de vue économique, et le bilan carbone sera quand même positif, il vaudra mieux non pas donner la priorité à des éoliennes sur le bord de la Méditerranée et arrêter les centrales à gaz, ce qui coûte un paquet d'argent au réseau, mais laisser les centrales à gaz 15 minutes de plus parfois, stocker l'éolien avec de l'hydrogène en capacité de masse, parce qu'au final, le modèle économique sera meilleur, donc on ne cassera pas l'outil existant, et cet hydrogène, il sera utilisé par exemple pour de la mobilité contre le diesel, donc le bilan carbone au global sera bon. Donc il n'y a pas à opposer les deux systèmes. Alors pourquoi il faut bouger vite? Parce que 2050, si on attend 2050, ce qui n'est pas le but, je pense que 2050 c'est un cap, et c'est à quelle vitesse on va aller. La Chine est en train d'accélérer sur tous ces sujets. On parlait des 300 milliards d'investissements dans les énergies renouvelables, slash 50% concerne la Chine. Et la Chine aujourd'hui a 30% d'énergie renouvelable, dont 70% de conventionnel. Et ils sont en train d'accélérer, pas seulement pour un impact carbone, mais juste pour un aspect santé publique. Il y a urgence à avoir des villes avec moins d'émissions. Et maintenant, ils ont passé un plan mobilité électrique, mobilité hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire si on est réaliste en termes de concurrence internationale? Ça veut dire que quand la Chine se déploie, on l'a vu dans le solaire il y a 10 ans, ils ont un marché tellement grand que rapidement, ils ont les coûts les plus compétitifs et ensuite, ils inondent les marchés à l'exportation. Dit autrement, si on veut des jobs en Europe et en Rhône-Alpes, il ne faut pas attendre 5 ans, parce que dans 5 ans, on n'aura pas suffisamment développé les économies d'échelle et un marché local, et on sera condamné à importer horizon Asie. Donc il faut trouver le bon curseur pour créer un marché local, avoir des PME et des grands groupes qui créent du coup des filières d'excellence sur leur marché, et si on le fait trop tard, on ne rattrape plus ce différentiel. Donc j'aime bien l'image de la CNR qui dit Marie-Galante, c'est déjà 2020. Je pense qu'il faut définir des paliers intermédiaires. C'est ce que fait la région Rhône-Alpes avec son projet Zero Emission Valley, où il ne faut pas se tromper d'horizon de temps. Pour être très bon en 2050, il faut déjà être très bon en 2020. Sinon, vous faites de la R&D, mais les marchés sont en Chine, en Asie, en Corée, au Japon, sur le stockage et l'hydrogène, et vous ne rattrapez plus le retard. Donc pour nous, il est important maintenant d'accélérer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives qui sont lancées. La question, ça va être comment les fédérer et comment les multiplier. Frédéric Doré, vous vouliez réagir aussi à cette question des freins. Oui, alors il y a deux types de freins, enfin disons 3. Les freins économiques, pendant longtemps, les énergies renouvelables et le stockage étaient chers. On vient de le dire, on connaît une telle chute des coûts que la question mérite d'être regardée maintenant à nouveau frais, et très probablement dans un grand nombre de cas, ça va devenir intéressant de recourir à ces technologies. La deuxième, elle est d'ordre administratif, il faut quand même le dire. Nous avons une excellente administration, mais du coup, les délais pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, parce qu'on va jusqu'au bout des choses, et c'est normal s'agissant d'environnement ou de sécurité, font que, plus que dans d'autres pays, y compris des pays européens qui ne sont pas moins disants en termes environnementaux, on est plus long pour donner des autorisations. De sorte que le gouvernement, vous l'avez sans doute entendu récemment, a mis en chantier un chantier éolien, chantier photovoltaïque, un chantier biomasse pour se dire comment passer à la vitesse supérieure, y compris sur la partie administrative. Puis le troisième sujet, il nous concerne un peu tous, c'est la culture. On est quand même tous très contents d'avoir de l'électricité sans se préoccuper de rien du tout, avec un tarif administré qui convient à tout le monde. Enfin, quand je dis ça, c'est 80% des Français qui restent encore dans des formules assez classiques d'approvisionnement d'électricité. Et donc, c'est vrai que quand on est dans une situation qui convient, c'est pas évident. On n'a pas l'inconfort qu'il y a dans d'autres pays où on a besoin d'électricité, où la demande croît et l'offre n'est pas là, où le réseau n'est pas suffisamment développé. Et donc, on n'a pas cette motivation pour aller vraiment plus vite et plus loin sur les sujets que nous avons abordés. Donc là, moi, je vois un levier qui me paraît important quand même dans l'avenir, c'est l'électrification de la mobilité. Le véhicule électrique, pour parler très concrètement, parce que là, on va avoir une batterie sur roue, individuelle,
et qui peut en plus rendre des services collectifs si on travaille bien sur la digitalisation. C'est la notion de véhicule raccordé au réseau, c'est-à-dire pendant qu'il se charge, eh bien, on peut moduler la charge pour faciliter l'adéquation entre l'offre et la demande. On peut même, dans certains cas, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais envisager que ces batteries évacuent de l'électricité sur le réseau pour satisfaire les besoins de la maison d'à côté, du quartier d'à côté, de la ville d'à côté. Donc, on est au début d'une ère très intéressante, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais je pense qu'on a encore tous, en tant que consommateurs, des pas à faire. On en a fait pas mal, par exemple, en matière d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, parce qu'on y voyait assez rapidement notre avantage, une facture qui diminue. Et il faudra en avoir aussi d'une manière générale pour pouvoir recourir à des solutions d'énergie bon marché, mais parfois plus exigeantes en termes d'adaptation de nos consommations. Didier Lhuillet, sur cette question de l'acculturation. Je vous rejoins tout à fait sur le côté culturel et qui est probablement le plus grand frein au développement. On dit toujours qu'en situation de changement, la première étape d'une situation de changement, c'est la prise de conscience du besoin de changer. On commence à avoir cette prise de conscience du besoin de changer, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir une certaine culture autour du réchauffement climatique et de l'impact que ça a, mais pas encore suffisamment pour générer des modifications de comportement. Donner un ordre, et ça on le vit en France, mais c'est pas spécifique à la France, c'est également dans d'autres pays. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans d'autres pays, dont le Canada. Et pour citer un exemple concret, le Québec, au Canada, a décidé de se fixer un objectif à l'horizon 2050 de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre. Très bien, objectif. Tout le monde est d'accord. Il y a une adhésion générale. Le gouvernement de Québec a dit ce que je vais faire, c'est que je vais développer de manière massive les prises de recharge électrique dans toute la ville de Montréal, sachant qu'on a de l'électricité hydraulique disponible, donc ça sera de l'électricité décarbonée, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que d'un côté, tous les Québécois sont d'accord sur le fait de réduire le gaz à effet de serre, ils achètent plus de voitures pick-up, donc des moteurs de 3, 4, 5 litres de cylindrée qui consomment 10 fois plus que ce qu'ils pourraient, de ce qu'ils ont besoin, alors que voilà, c'est disponible. Donc ça veut dire que à un moment, la prise de conscience de l'aspect environnemental ne suffira pas. Et il y aura besoin d'avoir un autre incentive, un autre élément de motivation, et l'élément du portefeuille marche quand même assez bien. Et donc je crois beaucoup à l'effet de la taxe carbone qui commence à se développer de manière importante. On est aujourd'hui à 7 € la tonne en France. Vous traversez la frontière, vous allez en Suisse, on est à plus de 80 € la tonne aujourd'hui. 80 francs suisses, donc c'est pas tout à fait 80 €. Donc la taxe carbone va faire en sorte que les solutions qui sont émettrices de gaz à effet de serre vont vous coûter plus cher, et donc vous allez réfléchir à faire en sorte de verdir votre consommation pour des raisons économiques. Monsieur Saïd, sur les freins. Oui, sur les freins, je compléterai. Je suis d'accord avec. Vraiment, je souscris à tout ce qui a été dit. Juste quelques éléments complémentaires, à la fois techniques et peut-être sociologiques. Sur le technique, un des éléments, c'est que si on prend par exemple l'éolien, là où il y a du gisement, il n'y a pas forcément le réseau pour pouvoir le ramener. Et si on veut mutualiser entre le Nord, parce que la Norvège dit que je vais être le réservoir de l'Europe, et donc il faut faire des lignes d'interconnexion. Juste pour construire une ligne d'interconnexion, je parle à côté du RTE, le temps minimum de construire une ligne comme ça, c'est entre 5 et 7 ans si tout va bien. 7 ans si tout va bien, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de voilà, les fourches et compagnie. Sinon, ça peut être infini. Ça ne se construit jamais. Pour aller accéder à un gisement, même s'il est loin, là où ça ne gêne pas, eh bien, ça peut être un vrai problème. On le voit en Allemagne. Le facteur limitatif aujourd'hui, c'est que
ils ne peuvent plus construire des autoroutes d'information entre le nord et le sud parce que les gisements d'éoliens sont tous du côté de la mer du Nord et puis la consommation elle est plutôt dans le sud, du côté de la Bavière, et tous les consommateurs, enfin tous les habitants qui voient traverser ces autoroutes, ils refusent en disant je ne vais pas laisser passer la ligne pour aller monter ces gens, les riches de Bavière. C'est un peu comme ça. Donc ça, c'est un des freins majeurs. Paradoxalement, on ne le prend pas forcément toujours en compte. Le facteur sociologique est déterminant. Absolument déterminant. 2 exemples. Le premier exemple, il y a une île au Danemark qui a été utilisée comme une expérimentation à l'image de Marie-Galante, dans lequel ils voulaient absolument faire tout avec de l'éolien couplé avec du véhicule électrique, de sorte que quand il y a un excès de production éolienne, à ce moment-là, les véhicules électriques se mettent en recharge et donc ils stockent d'une certaine façon. Et puis quand il y a une baisse d'éolien, donc en shortage, à ce moment-là, on peut utiliser l'énergie du véhicule électrique, le véhicule au réseau, pour pouvoir justement soutenir le réseau. Et tout ça avec des signaux digitaux pour que ça soit bien fait. Et il demande entre autres, par exemple, de stocker au moment où il y a vraiment de la disponibilité de l'énergie. Rien à faire. Les habitants, quand ils arrivent à 19h, ils branchent leur voiture et en fait, au lieu de régler le problème, ça augmente finalement la contrainte sur le réseau avec la pointe qui est augmentée parce que il y a un facteur sociologique de la crainte d'utilisation du véhicule, etc. Deuxième exemple, c'est quelque chose de proche de nous. Il y a eu un projet de démonstrateur qui s'appelle Greenlease, qui a associé la ville de Grenoble et la ville de Lyon. Et sur justement la capacité d'adhésion des consommateurs à cette façon de participer avec des effacements pour justement permettre plus d'énergie renouvelable dans le réseau. Et là, ce qui est extraordinaire, donc il y a eu une étude sociologique et il en ressort 4 groupes différents qui sont sensibles à certaines motivations et qui ne sont pas sensibles à d'autres motivations. Donc il y a eu un quart, ils sont prêts, parce qu'ils sont motivés, ils ont eu effectivement le awareness, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire ce qu'il fallait pour augmenter la pénétration des énergies renouvelables. Un quart à peu près, pour une région qui est bien sensibilisée. Un autre quart, il est uniquement sensible si la facture énergétique pouvait baisser. Donc il peut participer à ces programmes uniquement si ça lui peut rapporter un gain économique. Un autre quart, c'était ni sur le côté renouvelable, ni sur le côté économique, mais c'est uniquement le côté geek. Parce qu'il a une tablette, il peut jouer avec sur sa consommation, sur tout ça. Donc il a le stockage, il a machin, et ça, là, il joue sur Internet. Et ça, c'est le côté geek, évidemment, ça l'a attiré. Et puis il y a un cas non concerné. C'est-à-dire, moi, j'ai l'habitude de brancher et puis je m'occupe de rien. C'est-à-dire que j'appuie sur l'interrupteur et l'électricité arrive et je ne veux pas m'occuper de quoi que ce soit. Donc il y a une variété sociologique, et ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul modèle. Il faut s'adresser à ces différentes catégories une fois les situations sont identifiées. Et comment on fait pour s'adresser à tout le monde alors ? Ah, là, Bertrand Ramelot, allez-y. Je vais donner quelques exemples de changements d'usage qui marchent et finalement qui montrent que c'est peut-être parce qu'on n'a pas mis trop de contraintes au client et à l'utilisateur final. Je vais prendre les taxis et les trains. Métier de taxi, on le connaît tous, c'est un métier où on doit être au service de son client, donc il y a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, vous avez 75 taxis électriques, alors j'insiste, électriques à hydrogène, c'est un moteur électrique, qui tourne à Paris. Il y en aura 600 d'ici 2020. L'avantage de ces véhicules, c'est qu'on n'a pas mis de contraintes à l'utilisateur. Il va faire le plein en 3 minutes. Le temps de recharge sur les technologies électriques hydrogène est très rapide. Et on va faire le stockage en amont. Donc on ne va pas obliger l'utilisateur ou la compagnie de taxi à s'adapter au réseau. Il peut tourner 24/24. Son véhicule va tourner non-stop parce qu'on va décorréler. Le stockage va être fait à la station de rechargement hydrogène. Et ça va donc permettre de ne pas changer la culture et l'usage. Donc aujourd'hui, je pense qu'il existe, on a besoin de segmenter les usages des clients finaux. Et en fonction de leurs usages, une petite Zoé fera très bien le job pour faire 20 km, mais un taxi qui a besoin d'avoir liberté de faire 200 km par jour et il ne peut pas immobiliser son outil de travail 2 heures, une technologie électro-hydrogène fonctionnera bien. Donc c'est une question de segmentation. Et je pense que par la segmentation des prix et des usages, on doit pouvoir donner un service au client. Moi, je ne veux pas dégrader mon niveau de service.
Deuxième exemple, le train. Alors le train, aujourd'hui, vous avez 50% du réseau européen qui est non électrifié. Et s'il n'a pas été électrifié, c'est pour des bonnes raisons, c'est qu'on a commencé par le plus simple et le moins coûteux. Et puis tout ce qui est réseau un peu compliqué avec des aqueducs, des tunnels ou faire passer des caténaires est très coûteux, ça tourne toujours à la Micheline. Alstom a lancé des trains à hydrogène, ils ont fait le modèle économique et le business case. Ces trains à hydrogène vont permettre de faire environ 300 à 500 km, donc c'est très bien pour des trains régionaux. On n'a pas besoin d'électrifier le réseau, on va faire du stockage de masse, plugué sur des bons endroits au réseau, où ils vont démarrer notamment tout un ensemble de démonstrateurs dans le nord de l'Allemagne, où on a cette capacité d'éolien disponible, mais peu d'usage. Donc c'est la zone prioritaire de Deutsche Bahn pour électrifier. Et ça se passe tellement bien qu'ils sont en train d'exploser leur carnet de commandes. Et maintenant, on a Alstom France qui veut travailler dessus sur d'autres sujets. Donc là aussi, on a besoin de faire des efforts sur la segmentation et il faut trouver des nouveaux usages. L'Allemagne a 2 TWh l'an dernier d'électricité qui n'a pas été consommée sur le réseau, à prix négatif. 2 TWh, ça aurait pu faire tourner 200 000 véhicules électriques gratuitement. Ils se sont dit, c'est quand même dommage, pour les raisons que vous avez évoquées. Donc finalement, développons les trains ou la logistique du dernier kilomètre vers le nord, et puis ensuite on trouvera d'autres solutions entre le nord et le sud. Donc culture, segmentation, fiscalité, je rejoins mes camarades. La taxe carbone, en Allemagne, elle est très incitative. Alors ils viennent de tellement loin qu'ils ont intérêt, mais c'est sûr qu'il y a besoin d'un premium. Pour autant, aujourd'hui, on peut faire des solutions très compétitives par rapport au diesel. Le coût total de possession pour les taxis sur le modèle hydrogène, je crois qu'aujourd'hui, on est à 10% d'écart sur 8 ans d'amortissement. Et là, les constructeurs de taxis vous disent « je ne tiens pas en compte les externalités, le confort, pas de vibration, un véhicule ultra moderne, vous ne retournez plus dans le diesel, c'est le Moyen-Âge. » Enfin, ces gens-là qui ont conduit des véhicules pendant 8 heures propres et qui ont été les promoteurs et confortables de ces technologies disent même j'ai un retour d'image qui vaut largement les 10% de surcoût. Voilà, donc fiscalité, mais segmentation nous aidera aussi. Très bien. Alors un dernier mot, parce qu'après on va passer aux questions du public, Frédéric Doré. Tous les exemples qui viennent de donner sur soit des modifications d'usage, soit des modifications de moyens pour satisfaire les mêmes usages, finalement, en changeant le moins possible les usages, montrent qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il faut commencer tôt et vite. Ça me paraît extrêmement important. Il y a 35 ans, lorsque l'Europe s'est mise au nucléaire, parce que je vous rappelle que c'était un choix qui a été fait dans beaucoup de pays européens, à l'époque, c'était pour diminuer la dépendance énergétique de l'Europe aux carburants importés, principalement gaz et pétrole, mais surtout pétrole, puisqu'on avait subi les 2 chocs pétroliers. Bon. On a un peu oublié tout ça. Aujourd'hui, il ne faudrait pas, en partant trop tard, redevenir exclusivement importateur de technologies et de savoir-faire étrangers, notamment chinois, dans l'éolien ou le photovoltaïque. Or, par exemple, sur le photovoltaïque, c'est quand même assez bien engagé, malheureusement, les Chinois, parce qu'ils font une très grande... mal engagé, en ceci, que la moitié du marché étant, ou presque, en Chine aujourd'hui, c'est bien des producteurs de panneaux chinois qui sont en train de devenir les premiers producteurs mondiaux, et c'est à eux qu'on importe ensuite ces panneaux. Donc il est vraiment important de commencer tôt. En même temps, on sait aussi que les questions de coûts vont être extrêmement regardées, d'où la nécessité de savoir si on va vers effectivement une fiscalité qui aidera cela, et aussi si on arrivera à avoir des productions compétitives. Donc moi je le redis tout à l'heure, même dans la question des énergies renouvelables, parfois la concentration des moyens peut être un moyen de faire baisser les coûts et donc de rendre accessibles ces énergies décarbonées. Alors vraiment tout dernier. Tout dernier mot sur la concentration des moyens et sur la compétitivité des énergies renouvelables. Nous, on croit beaucoup au développement des énergies renouvelables qui soient sans conflit d'usage avec d'autres usages. Par exemple, on développe de l'agrivoltaïsme où vous allez avoir des panneaux, des champs photovoltaïques au-dessus de vignes, au-dessus de vergers, où vous allez adjoindre les besoins de la plante en dessous à protéger du soleil et les besoins de la production, ou bien la digue solaire, c'est-à-dire qu'on va construire des panneaux photovoltaïques le long de digues, le long de voies de chemin de fer, le long d'autoroutes
qui sont des endroits où aujourd'hui on ne peut rien faire d'autre, et donc on va valoriser ces endroits. Donc on a la possibilité de développer de manière assez massive les énergies renouvelables sans pour autant prendre du foncier à d'autres usages, pour ne citer que ces exemples-là. Très bien, merci beaucoup. C'est à vous maintenant si vous avez des questions à poser à nos intervenants aujourd'hui. Oui, allez-y. Ah, le micro arrive peut-être. Voilà, allez-y. Oui, merci d'abord aux intervenants de vos exposés. Yeah. On nous dit dans la presse ou dans le web que le prix de revient d'un véhicule électrique classique, je ne parle pas du spécifique, qui est évidemment un véhicule hyper puissant, mais que le prix d'un véhicule électrique classique sera bientôt le prix de revient. C'est-à-dire quand on additionne le coût d'achat, la consommation, l'entretien, etc., sera bientôt équivalent à celui d'une voiture à essence, voire même de 10% inférieur. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne nous dit pas à quelle échéance, si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Alors, d'abord, je reviens sur les effets d'échelle. Il est clair que lorsqu'on produira non pas 100 000 ou achètera 100 000 voitures électriques, comme c'est le cas sur le marché français en 2016 ou 2017, mais lorsqu'il y aura 15 millions de véhicules électriques en France, qui est prévu, c'est un des scénarios en tout cas du bilan prévisionnel en 2035, il est clair qu'entre-temps, ou alors ça n'est pas réussir chacun son métier, les prix auront beaucoup baissé. Et déjà, rien qu'à l'achat, on pourrait imaginer le moment où un véhicule électrique sera moins cher que l'équivalent thermique. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, le coût total de possession, sur la durée de vie de ce véhicule, ensuite, il faut y ajouter l'entretien, qui est plus ou moins cher selon le matériel, et puis évidemment les consommations. Bon, la consommation d'électricité, elle va dépendre du coût d'électricité. On l'a dit tout à l'heure, il va y avoir une pression sur les coûts de l'électricité, puisqu'on va avoir des moyens de plus en plus importants d'énergie renouvelable qui seront à coût marginal pratiquement nul. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, très probablement, il ne faut pas penser, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le consommateur, qu'il y aura une explosion du prix de l'électricité. Donc, c'est quand même un pari raisonnable que de compter sur une électricité de l'ordre du coût de celui du prix que vous payez aujourd'hui. Donc vous pouvez faire des calculs assez sûrement, et il y a un moment où effectivement les solutions nouvelles sont moins chères que les solutions classiques. Le pari dans le projet de la région Zero Emission Valley, c'est d'aujourd'hui couvrir par une subvention le surcoût d'une technologie encore récente et déployée à petite échelle, et puis de lancer un marché qui sera un jour autoportant, parce que justement, en faisant les calculs dont vous parliez tout à l'heure, les consommateurs, les automobilistes que nous sommes diront, mais voilà un véhicule confortable, silencieux, avec des stations que je connais sur mon territoire et qui me reviendra moins cher. Il y avait une autre question, je crois. Je vais donner des prix au monsieur, parce que je pense que le public aussi a besoin d'ordre de grandeur. On peut déjà aujourd'hui acheter en Europe des véhicules électriques, on le sait, à 15 000 €, type The Way. Il y a un bonus écologique dedans. On peut acheter des véhicules hydrogène quand on est taxi en B2B ou une entreprise, ce que notre entreprise a fait. Alors un véhicule aujourd'hui coréen ou japonais, un Hyundai ou Toyota, à 35 000 €. C'est un véhicule haut de gamme, mais vous voyez, on est quand même dans des prix de marché. Et on peut faire le plein pour 50 €, ce qui donne 10 € pour 1 kg. Et en fait, avec 1 kg, vous faites 100 km. Donc avec 50 €, vous faites 500 km. On n'est pas loin du plein d'un diesel. Et effectivement, comme le dit Frédéric, le surcoût aujourd'hui qu'on estime entre 10 et 20% par rapport au diesel, il est lié au fait qu'on n'a pas assez de volume, d'où les projets type Zero Emission Valley, où les pouvoirs publics et l'Europe vont aider à couvrir ce surcoût pour que la filière ait assez de volume et devienne plus mature le plus tôt possible. Je compléterai juste peut-être ce qui coûte cher dans un véhicule électrique, c'est surtout les batteries. Et donc, si on fait le pari, comme ça a été dit tout à l'heure, sur la diminution des coûts au niveau des énergies renouvelables, donc si on fait le pari de la diminution des coûts des batteries de la même proportion ou presque, plus tout ce coût complet,
on arrive effectivement à ces projections. Allez-y. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et vous avez fait montre d'un grand optimisme, et c'est génial d'entendre qu'en France, c'est pas souvent qu'on entend ça, qu'on est meilleur et qu'on est même exemplaire dans un secteur, et pourtant, j'avais en tête quelques lectures d'articles ou de reportages, j'avoue que je ne sais plus exactement, ces derniers temps, qui disaient qu'on était assez mal engagé sur l'atteinte des objectifs fixés par la COP21 et que, au final, on n'allait peut-être pas réussir à atteindre les objectifs qui ont été fixés. Alors, aidez-moi à y voir plus clair. Didier Lhuillet. On en revient aux freins dont on parlait tout à l'heure, qui sont économiques, administratifs et culturels. On pourrait en citer un quatrième, qui est le poids des monopoles. Est-ce que vous pensez qu'au 19e siècle, lorsque le chemin de fer s'est développé, les compagnies de diligence, avec toute la logistique des chevaux, avec toute la logistique des points d'arrêt, ont accueilli à bras ouverts le chemin de fer? Non, elles ont fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, pour sauver pour ralentir, préserver leurs intérêts, ralentir l'évolution d'un concurrent. Donc on est un peu dans ce scénario-là. Pas uniquement en France, aussi dans d'autres pays. Vous regardez l'Allemagne qui est sortie du nucléaire pour produire à la place du nucléaire du charbon. Aujourd'hui, à 40% de l'électricité qui est produite à partir de charbon, qui est un non-sens d'un point de vue écologique, mais pour autant, il y a des poids culturels assez importants. Et donc, pour continuer de répondre à votre question, oui, en France, on a des compétences extrêmement importantes. On a la capacité de développer un certain nombre d'outils, de solutions qui sont réplicables à l'étranger. Pour autant, à l'échelle globale française, nous ne sommes pas les meilleurs élèves en termes de taux de production des énergies renouvelables et d'atteinte des objectifs de la COP21. Oui, je compléterai juste sur un point entre les objectifs de la COP 21 et puis la situation objective factuelle du système électrique français, quand on dit que le système électrique français, c'est considéré, c'est pas nous qui disons cocorico, mais c'est considéré par des indicateurs mondiaux, comme quoi c'est un des meilleurs au monde en termes de qualité-prix. Par exemple, voilà, la France, en tout cas le coût de l'énergie en France, est pratiquement 2 fois moins cher que celui de l'Allemagne. L'Allemagne, quand elle a développé, effectivement, elle est allée très très vite dans le développement des énergies renouvelables. Et c'était là où on dit, voilà, regardez ce que fait l'Allemagne, qu'est-ce que fait la France, sachant que la France, de point de vue contenu carbone de son électricité, c'est un des plus bas. Finalement. Donc on n'est pas comparable. Et à côté de ça, l'Allemagne, effectivement, elle construit des centrales à charbon qui dégradent complètement la situation justement de ces objectifs-là. Le secteur électrique français était, jusqu'à récemment encore, un secteur exportateur. Donc, il est exportateur, donc il génère effectivement aussi de la richesse. La qualité du produit électrique français, c'est aussi un des meilleurs en Europe. C'est entre les États-Unis et la France, par exemple, il y a un critère qu'on appelle le nombre de minutes coupées par consommateur et par an en moyenne. En France, il se situe autour de 60-65 minutes, mais en moyenne, en faisant la moyenne entre Lyon, Paris, et puis la Lozère, on va dire. J'ai rien contre la Lozère, mais c'est simplement le côté rural. Autour de 65 minutes, en gros. Aux États-Unis, c'est 3 fois plus. C'est 200 minutes, juste pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc... Certes, au niveau technologique, au niveau qualité, c'est factuel. Maintenant, sur l'ensemble, évidemment, des objectifs de la COP 21, c'est aussi autre chose, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs choses qui interviennent au-delà du secteur électrique dont on vient de parler. Alors, on a le temps pour une dernière question. Voilà, très bien. Oui, bonjour à tous. Israël avait créé des stations avec des batteries standards. Oui, je crois qu'ils ont arrêté. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça en France? Ça aurait fait marcher les stations, embaucher du personnel. Il aurait fallu créer des batteries standards pour tous les véhicules.
Et puis la deuxième, la TIPP, comment va faire l'État si avec l'électricité, ça va être difficile, peut-être sauf l'hydrogène. Voilà. Alors sur la TIPP. Allez-y. Alors moi, je pense que côté innovation, si un secteur marche, l'État va trouver la manière de créer la taxe qui va bien. On n'est pas inquiet, on sera ravis de les payer. On va dire qu'il y a un boom. Better Pledge, j'avais rencontré un des fondateurs et c'était une idée très séduisante. Je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, en l'occurrence les batteries. Je pense que leur modèle économique n'était pas calé, mais les nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en place en Europe de bornes de recharge permettront effectivement de créer des jobs et d'avoir des stations multicarburants propres. Il y en aura une pas très loin d'ici avec la CNR, qu'on appellera le quai des énergies, je crois, où il y aura une station ouverte en face du McDonald's. Vous pourrez faire votre plein d'hydrogène, d'électricité, le tout décarboné, ou de biogaz. Voilà, vous aurez le meilleur de la transition énergétique, pas très loin, sur le port Édouard Herriot, et je pense que c'est un bon modèle réplicable pour des tas de stations futures. Compléterai effectivement sur Better Et on terminera Place. après. Sur Better Place, c'était moi aussi, effectivement, je l'avais rencontré en Californie parce qu'initialement il l'avait développé en Californie avant d'aller effectivement en Israël. Et l'idée est vraiment séduisante. Après, notamment par rapport au temps de recharge, parce que entre le fait de changer directement des bancs de batterie et le temps de recharge classique, si c'est le temps de recharge classique, il n'y a pas photo. Et donc la solution est indiscutablement séduisante. Mais les innovations sont là. Et le modèle économique également est en train d'évoluer. Quand vous voyez que vous avez des chargeurs Tesla, ce qu'on appelle maintenant des superchargeurs à 250 kW, et vous avez de nouveaux superchargeurs qui vont arriver de chez Porsche d'ailleurs, ils sont à 350 kW, là, les innovations sont en train de changer la donne avec le modèle économique, mais effectivement, c'est pas pour autant qu'il faut écarter la solution. Probablement, il y aura des adaptations, mais je pense que on aura diverses variantes, on va dire, à voir dans le futur. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence sur l'avènement des énergies renouvelables. Merci de votre attention. Merci à nos intervenants. Passez une bonne journée.